Vous êtes pointé du doigt parce que vous défendez des principes élémentaires, éthiques, d'humanité. Et au contraire, on vous accorde un temps d'antenne formidable si vous avez été faire des déclarations totalement ubuesques dans les années 80, soutenant la pédophilie, etc. L'inversion des valeurs aussi. Et au fond, donc, moi je me suis engagé publiquement notamment là, avec la crise du coronavirus. La crise du coronavirus et sa gestion n'est que l'expression paroxystique de ce grand dérèglement, de cette espèce de folie collective. Quand les repères se sont inversés, alors le pire peut surgir. Et si on s'intéresse très rapidement à l'histoire récente des régimes totalitaires, de génocidaires, il y a toujours cette part nihiliste. Bonjour Rémi Tel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors vous êtes entrepreneur, cofondateur du collectif Peuple Libre, un mouvement apolitique né en avril 2021 pour défendre les libertés dans le cadre de la crise sanitaire. Vous êtes aussi auteur, vous avez notamment écrit Manifeste pour la jeunesse d'ici et d'ailleurs et Vaincre le Covidisme aux éditions Perspectives Libres. Vous venez de publier un troisième ouvrage, Paroles révoltées, un livre qui rassemble plusieurs textes publiés dans la presse nationale en 2020 et 2021 et qui traitent de sujets variés, mais dont vous expliquez qu'ils ont tous pour point commun de s'en prendre aux bassesses de notre époque. Alors dans l'avant-propos de votre ouvrage, vous écrivez notamment que les certitudes millénaires cèdent la place aux lubies folles et que le rideau semble devoir définitivement tomber sur l'Occident. Alors quelles sont ces lubies folles qui menacent le monde occidental selon vous? Chacun pressent bien l'effondrement qui nous guette. Et c'est ce que ces textes, je crois, je l'espère en tout cas, textes écrits avant la crise sanitaire pour la plupart d'entre eux, traduisent. Le délitement complet du rapport avec le réel. Il y a le récit d'un côté et il y a le réel. Et les deux ne matchent pas. L'effondrement moral, avec son lot d'inversions accusatoires, le juste traité comme l'injuste. Vous êtes pointé du doigt parce que vous défendez des principes élémentaires, éthiques, d'humanité. Et au contraire, on vous accorde un temps d'antenne formidable si vous avez été faire des déclarations totalement ubuesques dans les années 80, soutenant la pédophilie, etc. L'inversion des valeurs aussi. Et au fond, donc, moi je me suis engagé publiquement notamment là, avec la crise du coronavirus. La crise du coronavirus et sa gestion n'est que l'expression paroxystique de ce grand dérèglement, de cette espèce de folie collective. Nous sommes en fait déjà dans le métaverse avant l'heure. Alors, dans l'un de vos textes, vous parlez effectivement d'une société qui est désormais caractérisée par la suprématie de l'idéologie sur le réel. Vous soulignez que l'amour du vrai a disparu, que les vérités simples doivent être âprement défendues, que le déni se substitue à la bonne foi, que l'émotion prend le pas sur la raison et laisse la place à des réalités fantasmées ou tordues. Vous écrivez aussi que la reconquête du réel doit être la mère de toutes les batailles. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là et que traduit ce phénomène selon vous? Il y a sans doute mille raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Moi, j'en identifie peut-être deux. Raymond Aron, vous savez, s'est intéressé aux religions séculières. La disparition de la religion à proprement parler au profit de religions séculières. L'écologisme, le féminisme, c'était pas forcément celle-ci à l'époque, mais aujourd'hui, ces religions séculières, ce sont celles-ci. Le sanitarisme, le covidisme. Le problème des religions séculières, c'est que, justement, elles reprennent le fonctionnement religieux, la pensée magique, le dogme, le refus de la discussion autour du dogme, pour l'appliquer à des sujets de discussion civique, en fait. Et je crois que ça, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles ça a complètement dérivé. C'est-à-dire l'effondrement religieux du monde occidental, et en particulier en Europe, qui fait naître des religions séculières
Et vous avez leur lot de pensées magiques, de superstitions, et évidemment on l'a vu là depuis 2 ans et singulièrement depuis 1 an avec la campagne de vaccination. Sans doute il y a aussi un effet générationnel. Les boomers, comme on aime les appeler, donc nés après la guerre, biberonnés aux dividendes de la paix, dont la contribution à l'histoire de l'humanité n'a pas été exceptionnelle. Et ce n'est pas un jugement personnel que de dire cela. Enfin, ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents. Mais comme génération, dette colossale, cet effondrement moral dont on a parlé, et ils ont été les premiers à pousser là, depuis 2 ans pour les restrictions, etc. Je crois qu'en fait, ces gens-là n'ont jamais cessé de vouloir jouir sans entrave. Et d'ailleurs, le Covid en était l'expression, le Covidisme en était l'expression. C'était arrêter tout parce que nous, on veut rester en vie. De mémoire, hein, c'est Nietzsche, ça doit être dans le prologue d'Ainsi parlait Zarathustra, qui s'intéresse au dernier homme. Et il dit, en fait, le dernier homme aura le confort de vie pour seul horizon et il vénérera la santé. Voilà, nous y sommes. Donc si vous couplez l'effondrement religieux, il ne s'agit pas de faire de la théologie ou du prosélytisme, mais d'analyser ce phénomène civilisationnel, plus une espèce d'adolescence éternelle des boomers, leur refus d'affronter le réel dans sa dimension insatisfaisante, contraignante, et bien vous avez ce monde-là d'irréalité. Et à nouveau, ce n'est pas un hasard, me semble-t-il, si aujourd'hui, en 2022, le grand projet de nos sociétés, c'est le métaverse. En fait, le métaverse, c'est une concrétisation parmi d'autres de ce détachement au monde réel et de cette culture du plaisir. Hein, la somme des plaisirs et des peines a remplacé la balance du bien et du mal, où au fond, pour obtenir satisfaction, on est prêt à tout, y compris à nier l'indéniable. Alors dans les années 50, André Malraux soulignait justement dans un article publié dans l'Express à l'époque que le drame de la civilisation du siècle des machines était d'avoir perdu toute notion profonde de l'homme, que la civilisation moderne avait substitué un fantôme aux profondes notions de l'homme élaborées par les grandes religions qui permettaient de rendre compte, chacune à sa manière, de la grandeur humaine, ce que la science pour lui ne permet pas de faire. Est-ce que vous, finalement, en fait, la racine des mots qui frappent l'Occident et que vous décrivez dans votre livre, est-ce qu'elle tient aussi justement à cette forme d'effondrement moral et spirituel? Est-ce que c'est vraiment le cœur du sujet pour vous? Il me semble que c'est le cas. Il me semble, et ça peut paraître très surprenant pour un libéral convaincu que de le dire, mais il me semble que la question du travail et des machines n'est pas loin. C'est-à-dire que c'est la société du spectacle hein, de Debord. L'homme s'est vu dépossédé de son travail, du produit de ses efforts, et au fond, il assiste à sa vie comme le spectateur d'une pièce dans un théâtre. Et il y a une déshumanisation aussi par le travail qui aujourd'hui, et je ne m'exclus pas d'ailleurs de ce constat triste, qui est véritablement capable de définir ce qu'il fait. Que fais-tu dans la vie? C'est compliqué de répondre aujourd'hui à cette question. La plupart des métiers n'ont pas de nom. Ça produit aussi de l'irréalité. On s'est éloigné par les machines, par la technique, de la nature, avec ce qu'elle comporte aussi de contraintes, de vision cyclique des choses. Le capitalisme introduisant une perception purement linéaire de l'évolution. Et donc, il y a une réalité mentale qui se crée et qui s'autonomise du réel. Je pense que la question du capitalisme, du travail, du machinisme est effectivement intimement liée avec ce phénomène-là d'effondrement moral, où la conséquence de tout ça, c'est que quand les repères ont disparu, tout devient possible. Et la société s'offre à l'idéologie du moment. Donc ça peut être... on a bien des exemples aujourd'hui. Nous sommes devenus disponibles aux lubies folles, justement, pour toutes ces raisons.
Alors dans votre livre, vous évoquez aussi la puissance des géants du numérique, les fameux GAFAM. Plusieurs contenus et personnalités ont été censurés sur les réseaux sociaux pendant la crise sanitaire notamment, mais ça avait été déjà le cas lors de l'élection présidentielle américaine en 2020. On se souvient que le compte Twitter de Donald Trump avait été suspendu alors qu'il occupait toujours le bureau ovale. Récemment, la Commission européenne a interdit la diffusion des médias russes RT et Sputnik dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans un autre registre, on a le collectif Sleeping Giants qui mène régulièrement des campagnes destinées à priver de revenus publicitaires des médias jugés trop conservateurs, comme l'heure actuelle ou CNews par exemple, en cherchant à dissuader les annonceurs d'y diffuser leur publicité. Qu'est-ce que tout ça vous inspire? Est-ce qu'il y a encore un avenir pour la liberté d'expression et le débat d'idées en France? À nouveau, religion séculière, dogme, excommunication de ceux qui n'adhèrent pas au dogme. C'est exactement ce que traduisent ces exemples. Constatez le glissement. Lorsque le compte Twitter de Donald Trump a été suspendu, arrêté, supprimé même en janvier 2021, juste après l'élection de 2020, l'émoi mondial, y compris chez ceux qui combattaient Donald Trump, c'est devenu désormais monnaie courante. Et le militant sur Twitter, le journaliste, le penseur sur des plateformes comme YouTube aujourd'hui est obligé de pratiquer l'autocensure parce que nous savons désormais à quoi nous nous exposons et avec une facilité incroyable, sans la moindre justification. Et lorsque vous réalisez des interviews, lors de cette interview, peut-être qu'on ne pourra pas dire tout ce qu'on voudrait dire, parce que la contrepartie de ça, la sanction de ça, ce serait le retrait de cette discussion de l'espace public. Et évidemment, ça pose un problème démocratique majeur, parce que la démocratie, c'est le choix. Comment faire un choix lorsqu'on n'a pas accès à la diversité des informations et à la diversité des points de vue? Et il me semble, si vous voulez, qu'avant de s'intéresser peut-être même au contenu de ce à quoi pourrait ressembler la société de demain, il faut déjà remettre d'équerre quelques principes fondamentaux et assurément le vote d'une grande loi contre la censure, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, d'une grande loi contre la censure et réaffirmant la liberté d'expression, me paraît être un indispensable, si vous voulez, pour recoudre le lien social et le lien politique. Alors dans un de vos textes intitulé « Bienvenue dans la société du vide », vous expliquez aussi que le vide est devenu la marque de fabrique de notre société. Vous évoquez notamment une société composée d'individus atomisés, une société où chacun de nous se fait tantôt acteur de la vacuité, tantôt contempteur, et vous parlez aussi d'une France offerte à la culture de l'émoji. Alors, vous vous interrogez sur la part de ce vide dans le malaise français. De quoi cette société du vide est-elle le produit, selon vous, et quelles sont les conséquences de cette vacuité que vous décrivez? Nous sommes ouverts aux 80. On parle beaucoup de l'impact de l'immigration sur l'identité française. On évoque moins un autre sujet qui pourtant me paraît être fondamental, qui est celui de l'américanisation des mœurs. J'adore les États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai travaillé aux États-Unis, c'est un pays que j'affectionne profondément. Mais la culture américaine n'est pas la culture européenne, a fortiori la culture française. Et donc quand vous mêlez l'effondrement du système éducatif français, la vague migratoire et le soft power américain, et ben à la fin il ne reste plus rien. Et donc c'est effectivement le grand vide. Et quand c'est le grand vide, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, nous apprend Hannah Arendt, tout devient possible. Tout devient possible. Et c'est là le danger fondamental. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de regretter le complot contre la vie intérieure dénoncé par Bernanos, mais de se dire que quand les boussoles ont disparu, quand les repères se sont inversés, alors le pire peut surgir. Et si on s'intéresse très rapidement à l'histoire récente des régimes totalitaires, des génocidaires, il y a toujours cette part nihiliste.
le génocide est toujours précédé par une forme de nihilisme. Alors il ne s'agirait pas forcément d'un génocide au sens propre du terme, mais d'une destruction complète. Faire tabula rasa, on met tout de côté. Oui, mais pour remplacer par quoi? Personne ne le sait puisqu'il n'y a rien, justement. Par quoi le remplacer? Alors, vous soulignez aussi dans votre livre que la jeunesse est finalement la première victime de cette société du vide, et vous appelez les jeunes générations à faire acte de résistance en refusant de jouer le jeu proposé par leur époque, et vous les appelez aussi à cueillir le fruit des enseignements lointains. Comment est-ce que cette résistance que vous appelez de vos voeux peut-elle s'exercer concrètement? Le boomerisme se caractérise fondamentalement par le refus de la transmission. C'est-à-dire qu'à nouveau, là, sur l'inversion des repères, on assiste à un renversement. Pour la première fois, le schéma « je me sacrifie pour que mes enfants aient une vie meilleure que la mienne » est abandonné au profit de « je sacrifie mes enfants, mes petits-enfants, pour préserver ma propre vie ». Et ce n'est pas simplement vrai avec le Covid. C'est vrai avec les dettes, la culture de la dette depuis les années 50, avec la destruction écologique. On pourrait même trouver des exemples dans le droit, enfin partout. Ça traverse toute notre société. Et donc vous avez des jeunes qui se retrouvent complètement démunis. Parce que ni l'institution scolaire, ni le milieu familial ne leur ont transmis quoi que ce soit. Ils font de la bricole. Ils font de la bricole. Et à nouveau, c'est le open bar pour le fascisme politico-religieux. Tout devient possible. Par chance, il me semble que la jeunesse prend petit à petit conscience du mal qui l'accable. Et je crois, en effet, on a cité quelques auteurs, quelques penseurs depuis le début de cette interview, que c'est chez eux qu'on peut trouver matière à espérance et matière aussi, matière à révolte, mais une révolte qui aboutit sur quelque chose. La culture sauve. Elle sauve beaucoup de gamins. Moi, elle m'a sauvé quand j'étais un petit garçon pas très bien, et la culture m'a sauvé. Et donc si elle m'a sauvé moi, elle peut en sauver d'autres. Et notre pays est un pays de culture. Par ses écrivains, mais aussi par sa gastronomie, ses paysages, par les coutumes. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose d'intellectuel, vous voyez. Mais en s'inscrivant là-dedans, en se réenracinant dans une culture, eh ben, on acquiert finalement l'assertivité nécessaire pour faire face au monde actuel et pour l'améliorer. Ce qui, en soi, n'est pas un défi monumental, puisque face à vous, vous avez justement du vide. Donc quand vous avez du vide et que vous vous remplissez d'un peu de plein, vous développez une force spirituelle très supérieure. Alors vous avez aussi consacré dans votre livre un texte à la crise sanitaire. Vous revenez notamment sur le dispositif du pass qui à l'époque n'avait pas encore été levé au moment où vous avez rédigé ce texte. Vous avez d'ailleurs vous-même, vous l'avez dit, participé à de nombreuses manifestations contre le pass sanitaire ou vaccinal ces derniers mois. Dans l'avant-propos de votre livre, vous dites aussi que finalement cette épidémie a fait l'objet d'une instrumentalisation totalitaire. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Est-ce que vous considérez finalement que l'État a pu voir ça comme une opportunité de renforcer éventuellement son emprise sur les individus, les entreprises et la société? C'est le projet de tout pouvoir, depuis la nuit des temps, que d'avoir le plus de contrôle possible sur ceux qui sont les sujets de ce pouvoir. Et la crise sanitaire a offert une occasion au gouvernement d'avancer dans ce sens. Et effectivement, lorsque l'État pénètre dans la relation entre le médecin et son patient, dans la famille, avec cette prise de pouvoir aussi sur les corps, les tests à répétition, les injections, etc., on est complètement dans une mécanique totalitaire, parce que toute la société est mobilisée et parce que tous les aspects de votre vie sont soumis à cette logique-là. Mais à nouveau, il s'agit d'un phénomène, en réalité, vieux comme le monde. Il est simplement regrettable qu'on n'ait pas su l'identifier à temps.
parce que ça crée des précédents, et que le propre de l'homme, c'est de s'habituer à tout, y compris au pire. Et ce qui nous choquait énormément il y a 1 an ou il y a 2 ans, aujourd'hui paraît tout juste acceptable. Lorsque j'ai créé ce mouvement Peuple Libre, c'était pour dénoncer le projet de certificat vert de la Commission européenne, qui prévoyait simplement de demander un test aux voyageurs européens pour se rendre d'un État membre à l'autre. Imaginez un peu le glissement depuis. Et à l'époque, on était déjà révoltés. Si on nous avait annoncé ce qui allait se passer, évidemment, nous n'y aurions pas cru. Et puis ça aurait été la révolution. Et donc petit à petit, on accepte, vous voyez, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Si je vous demande de manger un saucisson comme ça d'un seul coup, c'est impossible. Mais si je vous le coupe en tranches, en 50 tranches, vous avez avalé la même quantité de saucisson et il est passé comme une lettre à la poste. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des amateurs. Hein. Ce ne sont pas des amateurs. Ils ont su maîtriser les ressorts de la psychologie humaine, de l'ingénierie sociale. Ça a été un grand tort que de les sous-estimer. Alors, pendant cette crise, on a vu la mise en place d'instruments destinés à contrôler l'état de santé des citoyens, comme le pass sanitaire ou le pass vaccinal, hein, au motif d'assurer la protection de tous, et notamment des plus vulnérables. Alors, le dispositif du pass vaccinal a été levé mi-mars. Un pass sanitaire est toujours en vigueur dans les établissements de santé. Est-ce que vous pensez que ce mécanisme du pass est destiné à s'inscrire dans la durée ? Est-ce qu'il pourrait revenir éventuellement dans les mois qui viennent, voire à terme être décliné dans d'autres domaines, là aussi au nom d'un impératif peut-être de protection ou de sécurité des Français? Le pass sera réintroduit d'une manière ou d'une autre. Quand? Personne ne le sait. Sous quelle modalité? C'est difficile à prévoir. Mais il devrait être réintroduit parce qu'il répond à une demande des États, à savoir le contrôle de la population notamment, et que le précédent a été créé. Ce qui était inacceptable hier devient la nouvelle normalité. Donc oui, selon toute vraisemblance, le pass reviendra, ce qui signifie qu'on doit s'interroger là dans cette période un peu intermédiaire sur les voies et moyens de contestation. Entre nous, le combat contre le pass vaccinal sanitaire est un demi-succès, un demi-échec aussi, puisqu'à la fin, c'est Emmanuel Macron qui le lève. Bon. Donc c'est qu'on n'a pas su complètement convaincre. On n'a pas été aidé, bien sûr, parce que la censure, l'invisibilisation, etc. Mais enfin, on a sans doute, nous aussi, une part de responsabilité. Profitons des quelques mois d'accalmie pour nous interroger sur les façons de faire entendre notre voix et de sortir de la clandestinité démocratique. Je crois que c'est un véritable enjeu là pour les quelques temps qui viennent. Alors vous consacrez aussi un texte à la loi de bioéthique qui était encore à l'état de projet au moment où vous avez écrit ce texte et qui a été adopté depuis en juillet 2021 après plusieurs lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc une loi qui élargit notamment la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, qui donne de nouveaux droits aux enfants nés d'une PMA et qui contient aussi plusieurs dispositions relatives à la recherche sur les embryons et les cellules souches. Il y a quelques semaines, une autre loi faisant passer de 12 à 14 semaines le délai légal pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse chirurgicale a également été votée. Vous semblez considérer qu'il y a un paradoxe en fait entre l'objet de ces lois et les mesures restrictives de liberté prises par le gouvernement pendant la crise sanitaire au motif de protéger la vie des Français. Quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution du rapport à la vie et à la mort dans notre société? Paradoxalement, nous vivons dans une société morbide. Morbide. Puisque, au debout de la vie, finalement, on ne s'inquiète pas trop de savoir ce qui se passe. Il a été possible, en tout cas, là, par ce projet de loi, de mettre un terme à la vie, de tuer la vie au moment de la naissance, hein, pour détresse psychosociale. Dans le même temps, ça n'a pas été voté, mais les débats ont ressurgi autour de la question de l'euthanasie. Et entre deux, quand on est en bonne santé, quand on est réputé non vulnérable, d'ailleurs il faudrait s'interroger sur cette notion, et bien là tout est permis. Et c'est aussi pour maintenir cette jouissance que des deux côtés, vous voyez, on ne s'encombre pas
ni des plus anciens, ni des plus jeunes quand ceux-ci ne sont pas désirés. Moi, je crois qu'on est vraiment dans ce que Habermas, qui n'est pas un penseur particulièrement, comment dire, excentrique ou qui n'est pas particulièrement réprouvé par nos élites, dans ce qu'Habermas appelait l'eugénisme libéral. C'est-à-dire la volonté d'autonomie totale jusque dans le sacrifice d'autrui ou dans l'atteinte à sa dignité la plus profonde. Et là, effectivement, chacun aurait dû constater le paradoxe avec le discours d'apparence bienveillante qui était tenu pour justifier notamment les mesures de privation de liberté. Est-ce que cette rupture dans cette façon d'envisager la mort fait écho, selon vous, aussi au développement des technologies et à la progression du courant transhumaniste? Alors effectivement, il y a un lien très étroit. D'ailleurs, c'est volontairement un tout petit peu schématique, mais ce qui reste aux boomers, là, maintenant, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire que ils ont survécu au Covid, pour beaucoup d'entre eux. Et pour ne pas s'éteindre, il y a quoi comme solution? Il y a le transhumanisme. Voilà. Et tout ceci est lié d'ailleurs. Covidisme, transhumanisme, l'hubris contemporaine. Et tout ceci pourrait arriver plus vite qu'on ne le croit. D'ailleurs, deux choses. D'une part, chacun doit prendre conscience que la santé sera toujours utilisée comme prétexte aux ruptures éthiques, parce que c'est l'argument massu. Si demain on vous hybride, mais qu'on vous dit on vous évite le cancer, du coup, celui qui est opposé à l'hybridation, quand même, quel salaud, quoi. Bon. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils avancent masqués et prennent les démocraties de court. C'est ce qui se passe sur la question du transhumanisme. Il y a des vides juridiques, c'est normal, puisque ces possibilités n'existent pas encore. On prend l'opinion publique à témoin, on crée des situations de fait, et après on dit on ne va pas l'interdire. Vous voyez? Le fait est déjà accompli. Ça peut mener très loin, tout ça. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi on doit retrouver le lien avec le réel, parce que pendant que nous naviguons dans le métaverse, ces sujets-là, eux, avancent. Et le réveil pourrait être extrêmement douloureux. Alors dans votre livre, vous parlez aussi d'un peu de politique, vous fustigez notamment les élites qui donnent à voir le spectacle d'une démocratie décadente, minée par la médiocrité, la lâcheté et le calcul. Quel regard est-ce que vous portez sur le déroulement de la campagne électorale jusqu'ici? Est-ce que vous estimez que les grands enjeux pour le pays sont adressés par les différents candidats à l'élection présidentielle? Écoutez, les Français ne s'y trompent pas. Ils ne se passionnent pas pour cette campagne, et pour cause, cette campagne est tout sauf passionnante. On a quelques acteurs du système qui jouent leur opposition dans l'arène médiatique, mais cela n'apporte pas grand-chose finalement au débat de fond, et surtout pas d'espoir, je crois, à une grosse majorité de nos concitoyens, parce que ces élites-là se sont éloignées du réel, justement, et parce qu'elles ont perdu tout pouvoir, faute d'être un pays souverain, donc elles sont condamnées à gesticuler, à parler, et puis il y a des sujets essentiels qui ont été complètement mis de côté, enfin ne pas parler là, de ce qui s'est passé depuis 2 ans, du refus de soigner, du traitement des personnes âgées dans les EHPAD, des questions liées à la politique vaccinale. En fait, l'éléphant dans la pièce a disparu, ils refusent de le voir. Comment leur faire confiance? C'est impossible. Est-ce que les sujets là, dont on a évoqué le transhumanisme, on pourrait aussi éventuellement parler de l'identité numérique aussi, ou du développement de l'intelligence artificielle, de la robotisation, qui sont des sujets d'avenir aussi, et dont on parle finalement assez peu. Est-ce que vous pensez que ces sujets mériteraient d'avoir plus de place dans le débat, notamment à l'occasion de cette élection? Assurément, puisque ce sont les enjeux qui détermineront en fait l'avenir de notre espèce humaine. Est-ce qu'on met complètement de côté la vision de liberté héritée depuis 2500 ans,
pour rentrer dans ce capitalisme de surveillance que dénonce Shoshana Zuboff, me semble-t-il, où on devient tous transhumains. Alors, la difficulté, c'est que ce sont des sujets complexes. Et on a déjà du mal, en France, à construire un débat public sur des choses simples, sur ces sujets complexes, c'est encore plus... Mais les Français, eux, ont compris que ça les concernait, et que ça l'arrivait plus vite que ce qu'on croyait. Mais c'est aussi pour ça qu'ils ne s'intéressent pas à la campagne présidentielle. Les vrais sujets sont absents de cette campagne présidentielle. Alors, vous avez un texte aussi dans lequel vous parlez de la droite française, que vous divisez en deux camps, la droite mousquetaire et la droite des valets. Alors, vous écrivez que la droite mousquetaire carbure à l'honneur, tandis que la droite des valets s'adapte aux circonstances finalement et à l'ère du temps, et entretient une certaine fascination teintée de culpabilité à l'endroit du progressisme. Quel regard vous portez sur les projets portés par les principaux candidats conservateurs justement dans le cadre de l'élection présidentielle, et à quelle catégorie est-ce que vous les rattachez éventuellement à l'une de ces deux catégories que vous décrivez? Alors si on considère les deux candidats conservateurs, c'est-à-dire a priori plutôt Valérie Pécresse et Éric Zemmour, on a dans le premier cas effectivement une incarnation de ce que j'avais appelé la droite des valets. D'ailleurs, la meilleure preuve en est, on apprend par certains de vos confrères que les Républicains sont en train de négocier avec LREM pour investir des candidats aux élections législatives et rejoindre le président de la République. Et pour avoir côtoyé de très près ces gens-là, il y a une fascination qu'ils n'osent pas avouer, mais qui en fait se révèle par leur lâcheté, par leur incapacité à dire non, à s'opposer. On l'a vu lors des débats sur la loi de bioéthique, on l'a vu lors des débats sur le pass vaccinal. Quant à Éric Zemmour, moi je suis un petit peu mal à l'aise avec la candidature d'Éric Zemmour. Vous l'avez compris, j'appartiens plutôt au camp patriote national. Mais je crois que lorsqu'Éric Zemmour se prend un peu pour le Donald Trump français, en réalité, il incarnerait un Trump unijambiste ou borgne, quoi. C'est-à-dire que l'identité est une question importante, mais elle ne peut pas constituer l'alpha et l'oméga d'une politique. Est-ce que le fond du problème, c'est l'islam, ou est-ce que c'est l'absence de projets alternatifs offerts aux jeunes générations, quand on nous dit aujourd'hui la France, c'est les valeurs de la République et Charlie Hebdo, qu'il y a des jeunes qui ne s'y reconnaissent pas, enfin, à la limite on peut le comprendre, et ça Zemmour ne le traite pas forcément, cet aspect-là, c'est-à-dire donner quelque chose à aimer à la jeune génération. On a vu aussi d'ailleurs, durant les manifestations contre le pass sanitaire, que son analyse de la société française est un peu facile, sans doute. Il y a eu énormément de personnes issues de l'immigration durant ces manifestations qui se sentaient profondément françaises et qui étaient venues là pour défendre la liberté des Français, pendant que beaucoup de Français dits de souche portaient le masque et montraient fièrement leur QR code. D'ailleurs, Éric Zemmour n'a pas été tellement intéressé que ça par ces sujets. C'est plutôt par calcul, à la fin de la campagne, qu'il a commencé à parler du pass vaccinal. Comme il ne s'est pas montré intéressé, ces cartes zéro qu'il révèle chez votre confrère Éric Morillo, par l'enjeu des enfants victimes de violences sexuelles. Et ne pas considérer le fait qu'en France, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles, ne pas considérer ça comme un problème ou une thématique digne d'être abordée dans une campagne présidentielle, enfin ça vous disqualifie directement. Et donc il y a chez cette droite un peu nationaliste le rêve d'un Donald Trump à la française, mais on en est très loin aujourd'hui. Et je crois que pour la suite, il faudra vraiment s'interroger sur un projet avec un horizon large, tout simplement à proposer aux gens. On ne peut pas faire du cloche-pied simplement sur la question identitaire. Alors, si on en croit les sondages, Emmanuel Macron a de fortes chances d'être réélu.
Certains commentateurs considèrent d'ailleurs que l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait avoir un effet favorable pour le chef de l'État en lui permettant notamment de prendre de la hauteur par rapport aux autres candidats et de renforcer sa stature sur le plan international. Alors qu'est-ce que ça vous inspire et quel regard vous portez, quel est le bilan pour vous du chef de l'État sur les 5 dernières années? Alors sur la question de la guerre en Ukraine, on assiste à une manipulation politique très classique, hein, en réalité. Qui est une... Au fond, les liens, si vous voulez, qui structurent la société française, plus généralement le monde occidental, se sont tellement distendus qu'on a l'impression qu'en fait on a toujours besoin d'une espèce d'effet de sidération extérieure pour nourrir le sentiment d'une appartenance commune. Donc pendant 2 ans, c'était le Covid. C'était la guerre contre le Covid et on était, pour rappeler, tous ensemble. Tous protégés, tous, etc. Tous en tenir ensemble, c'était ça la logique. L'Ukraine, c'est pareil. Et donc, pour faire société, aujourd'hui, il faudrait affronter un péril, alors plus ou moins factice, à nos portes en permanence. Donc là, c'est l'Ukraine. Donc là, Macron nous l'a déjà annoncé, dans 18 mois, c'est la famine. Hein, chacun doit s'y préparer. Qui veut de cet avenir-là pour nos enfants? Personne. Et donc, le bilan d'Emmanuel Macron, en fait, est à l'image du traitement de cette crise, c'est-à-dire d'un cynique, assez vide. Et moi, je suis très surpris par les gens qui votent Emmanuel Macron, parce que, fondamentalement, personne... J'ai l'impression que ceux qui votent pour Emmanuel Macron votent tous pour lui pour de mauvaises raisons. Certains nous disent qu'ils sont libéraux et donc ils votent Macron. 1000 milliards de dettes. 1000 milliards de dettes supplémentaires. 700 milliards de dettes créatrices. C'est du libéralisme, ça. Les républicains, je suis républicain, je vote Emmanuel Macron. Apartheid sanitaire. C'est ça les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Il y a un gros malentendu quand même autour du personnage. Et si on creuse dans l'électorat macroniste, mis à part en réalité, parce que c'est ça le fond du macronisme, c'est la substitution de la politique à la sociologie. En fait, on vote selon l'état de son portefeuille. Donc si on chasse les intérêts, ils votent tous pour Emmanuel Macron pour de mauvaises raisons. Et donc il se trouve des raisons, mais à la fin, ce n'est qu'une logique d'intérêt. Et Macron incarne ça. Alors, il y a eu d'ailleurs des mouvements de contestation sociale importants pendant le mandat d'Emmanuel Macron, avec notamment les Gilets jaunes, plus récemment les mouvements contre le pass sanitaire et vaccinal. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer en cas de second mandat du chef de l'État? Est-ce qu'on doit s'attendre à des crises et des mouvements de contestation de plus en plus fréquents selon vous? Et notamment, est-ce qu'il y a peut-être aussi un risque d'implosion? Vous venez d'en parler au vu de la situation économique et notamment des tensions de plus en plus fortes en ce moment sur les prix de l'énergie dans le cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Bon, si Macron est réélu, il faudra bien trouver des sources d'espérance. Et peut-être que la source d'espérance dans la réélection d'Emmanuel Macron, c'est la réélection d'Emmanuel Macron. En cas de victoire d'un autre candidat du système, on aurait perdu 2 ans sur « il faut lui laisser sa chance », etc. Là, au moins, les choses sont claires. Puis Macron, dans sa dimension perverse et psychopathique, en signant un 2e contrat avec les Français, risque plus encore de dévoiler son vrai visage. Ce 2e mandat va faire mal. Il va faire très mal. Ces douleurs, je l'espère, participeront au réveil national. Il y a des millions de Français qui ont déjà basculé, on a besoin des autres maintenant. Et au fond, est-ce que le problème, c'est véritablement Emmanuel Macron? Des personnalités troubles, on en trouvera toujours. Moi, ce qui m'obsède, c'est comment se fait-il qu'un beau pays comme la France ait à ce point envie de s'offrir à un homme comme celui-là. On a un travail collectif à mener, un travail sur nous-mêmes à mener. Peut-être que le 2e quinquennat d'Emmanuel Macron sera l'occasion, le prétexte de ce travail. Je l'espère en tout cas. Est-ce que finalement les Français n'ont peut-être pas aussi tendance à trop attendre justement des hommes politiques et peut-être à oublier justement, comme vous dites, un travail individuel et aussi d'assumer une forme de responsabilité envers eux-mêmes? Assurément. D'ailleurs, cette
cette attente vis-à-vis de l'État a largement participé du silence pendant la crise sanitaire, parce qu'on a acheté les gens avec des aides sociales, par des compensations diverses et variées. Ça n'aurait jamais pu se passer ainsi dans n'importe quel autre pays d'Europe ou n'importe quel autre pays du monde. Et sans vouloir paraphraser Ronald Reagan, on s'est peut-être rendu compte que la difficulté aujourd'hui, c'était pas c'était pas l'absence d'État, mais justement le trop d'État. Et l'absence d'État dans des secteurs stratégiques, mais parce que l'État est trop présent dans beaucoup d'autres secteurs. Et l'une des solutions, c'est à son niveau, d'apprendre à se débrancher du système. C'est-à-dire que le jour où le système vous vise, en fait, vous devenez invulnérable d'une certaine façon, si vous ne dépendez pas directement du système. Vraiment, cette espèce d'émancipation-là constitue un véritable acte de résistance, se débrancher du système, construire son autonomie. Parce qu'au fond, il y a deux choix. Hein. Soit on les affronte directement, mais on a vu que c'était compliqué parce que ils ont la force publique, ils ont les médias. Soit on les ringardise, soit on rend leurs décisions, leur tyrannie complètement obsolète. Vous voyez ? C'est une deuxième façon de lutter. Alors l'abstention a été très forte lors des précédents scrutins, notamment pendant les élections régionales et départementales. Un nombre important de Français semble ne plus se retrouver dans la façon dont la politique est exercée. Est-ce que ça vous paraît justifié? Quel regard vous portez sur la classe politique de manière générale? Est-ce que vous estimez que les élus de la nation défendent correctement les intérêts des Français? Les Français ont intériorisé la dépossession du pouvoir aux politiques nationaux. Et c'est toujours très frappant quand on rencontre des parlementaires ou des gens qui ont exercé des responsabilités ministérielles, d'observer qu'en fait ils ne contrôlent pas plus les choses que nous. Le jour où la souveraineté sera rendue à la France, les Français retourneront voter. C'est la raison principale de l'abstention. Renforcée, bien sûr, par l'attitude des responsables politiques qui, dépourvus de tout moyen d'action, en fait, ne font que communiquer et confondre les paroles et les actes. Mais je crois qu'il y a des possibilités de retrouver des leviers d'action politique. Et vous voyez, ce n'est pas contradictoire avec le fait de restreindre le champ d'intervention de l'État, mais de permettre à l'État d'agir véritablement là où c'est nécessaire, l'hôpital public, la sécurité, tous ces sujets-là, de se retirer ailleurs, mais là où il est présent, de pouvoir véritablement agir. Et donc, la question de la sortie de l'Union européenne, ça est absolument centrale. Et j'ai été convaincu ces derniers mois que rien de véritable ne pourrait se faire tant que notre pays resterait enchaîné à ces institutions supranationales, l'Union européenne, l'OTAN, pour l'essentiel. Donc ça, la souveraineté est plus que jamais nécessaire pour retrouver une liberté politique, des marges de manœuvre en fait. Alors vous expliquez dans votre avant-propos que cet effondrement socio-politique à l'œuvre en France constitue en fait de manière paradoxale un motif d'espérance et offre notamment l'occasion de penser l'alternative à l'existant. Quels sont ces différents motifs d'espérance que vous voyez aujourd'hui et qui valent la peine d'être mis en avant selon vous? On en a parlé au début de l'entretien, il y a un effet générationnel dans ce qui se trame sous nos yeux. Donc a priori, sauf si le transhumanisme se généralise d'ici moins de 30 ans, la nature devrait en partie régler les choses, d'une part, puisque ces générations-là passeront la main, d'une certaine façon, et donc cette espèce d'égoïsme radical, cette capacité à tout sacrifier au nom de son bon plaisir, devrait reculer, et surtout qu'il y a un désenchantement, puisqu'on a bien vu ce que ça avait produit
comme conséquence sociale. Il me semble aussi que les événements troubles auxquels nous sommes confrontés ont produit une prise de conscience. Et je suis vraiment frappé dans les gens que je rencontre, ça peut aller du chauffeur de Uber, à la personne en manif, à des personnes qui vous écrivent, etc., de voir le degré d'acuité, en fait, de beaucoup de Français. Ils savent exactement ce qui se passe. Ils savent exactement ce qui se passe. C'était peut-être pas si vrai il y a 2 ou 3 ans. Et rien que pour ça, si vous voulez, en fait, nos adversaires ont déjà perdu. C'est une question de temps. Et puis, nous, on doit s'assurer à notre niveau que cette victoire ne se fasse pas à un prix trop grand. Voilà, c'est à ça qu'on doit travailler. Mais la victoire est déjà annoncée, en réalité, par le réveil de millions de citoyens. Je suis très optimiste sur l'avenir. La question, c'est quand et à quel prix. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. Alors dans votre livre, on a aussi 2 textes consacrés à des figures qui ont fait preuve d'héroïsme et d'esprit de sacrifice. Un premier texte consacré à l'aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry et un autre au colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. En quoi ces 2 figures peuvent-elles nous donner à réfléchir et nous inspirer aujourd'hui? Quels enseignements leur sacrifice peut-il nous offrir? Alors Saint-Ex, une passion personnelle, tout est dans Saint-Ex, tout. J'ai découvert la vie avec Antoine de Saint-Exupéry. Il avait ce goût pour la contemplation du monde, cette considération pour ses semblables, cette clairvoyance sur la place de l'homme ici-bas, qui apporte la matière largement suffisante pour rééquilibrer un peu les choses. Ça, on peut le tirer de Saint-Exupéry. Quant à Arnaud Beltrame, au fond, il nous a donné une leçon incroyable, juste avant la crise du Covid. Il s'est sacrifié pour des principes. Nous avons jeté tous nos principes par-dessus bord pour préserver nos vies. Beltrame a fait exactement le contraire. Et donc, dans leurs engagements respectifs, il y a, pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, une source vraiment féconde d'inspiration et d'idées pour l'avenir. Et moi, j'ai toujours fonctionné par l'admiration. Les gens qui m'ont tiré vers le haut étaient des gens que j'admirais. Et je trouve que c'est important d'avoir des admirations. Alors ce ne sera peut-être pas pour d'autres Beltrame ou Saint-Ex, mais ça donne un horizon. Ça donne un modèle de vie, y compris dans leur imperfection. Mais je crois vraiment à ça, et qu'en redécouvrant les grands hommes et les grandes femmes qui ont participé à la gloire de la France, il est tout à fait possible de nous inscrire dans cette lignée et de redresser ce pays qui, aujourd'hui, va si mal. Alors, pour conclure, quel est le point essentiel que nos auditeurs devraient retenir de cet entretien, selon vous? Rien n'est perdu. Et nous n'avons pas dit notre dernier mot. Mais cela suppose de regarder en face les 2 ans qui viennent de s'écouler et de nous interroger sur les façons de sortir de la clandestinité démocratique. On ne peut pas rester juste entre nous. Et par le mécanisme des réseaux sociaux, en fait, on est entre nous. Il y a des boucles cognitives incroyables. Et on croit parler à la France entière, mais on se parle à nous. Ça, véritablement, il est nécessaire, il est impératif d'imaginer des voies et moyens dans les prochains mois pour éviter cet écueil. C'est comme ça qu'on pourra aller chercher tous les Français, et une fois qu'on sera tous ensemble, rien ne sera plus impossible. Merci beaucoup, Rémy Tell. Merci à vous.